J'ai dû porter la fille lapin extraterrestre au-dessus du lac parce qu'elle s'est figée à la vue de celui-ci. J'espère que vous apprécierez votre séjour dans ce royaume fantastique. Laissez un commentaire pour nous dire où vous êtes en ce moment. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez apprécié cette histoire. Un parfum planétaire qui s'accrochait au recycleur de Grégory et atterrissait sur sa langue avec une subtile saveur métallique imprégnait l'air sur Lilivan, un arôme lourd de terre humide et de délicieuse mort. Il se baissa en s'accroupissant jusqu'aux genoux, ses bottes militaires blindées, touchant à peine le fond sablonneux du marais. Sous la loupe de son outil multifonction, le cosmos se réduisait à un spécimen lumineux. Une nuée de champignons bioluminescents s'enroulait autour de la racine tordue d'un arbre partiellement immergé dans l'eau, pulsant selon un motif apaisant et hypnotique, leur lumière passant d'un bleu pâle à un violet profond. Il avait des objectifs bien définis pour sa mission. Enregistré pour la division Xenobotnet d'Omnicorp, la vie végétale distincte de cette lune sereine. Une tâche délicieusement facile et délicieusement solitaire. Il avait perfectionné la discipline de la concentration et de la persévérance grâce à ce travail qu'il utilisait pour s'isoler du chaos de son passé auquel il ne désirait pas revenir. Avec chaque spécimen entré dans la base de données et chaque information envoyée au serveur orbital, il y avait une preuve de plus, un acte de pénitence paisible de plus accompli dans les jardins galactiques lointains. Son esprit était un parfait reflet de l'immobilité qui l'entourait. Il était à l'aise lorsqu'il était laissé à ses propres rythmes particuliers et silencieux. Et il excellait dans cet état lorsqu'il était immergé dans d'autres royaumes. Mais le calme sur Lilivan était différent. Il le pesait d'une manière qu'il n'avait pas ressentie lors des missions de reconnaissance précédentes. Ce n'était pas la tranquillité d'une écologie équilibrée, mais plutôt le calme tendu d'un monde qui est toujours sur le qui-vive. Aucune musique d'oiseaux n'accompagnait les douces brises qui bruissaient à travers l'immense végétation semblable à des lys, et les sons des minuscules créatures perpétuellement sur le qui-vive d'être découvertes étaient brefs et féroces. Le lilas, l'espèce indigène principale, avait été caractérisé dans son dossier de contrat comme des créatures timides, mais cela semblait plus profond que de la timidité. Il semblait y avoir un traumatisme profond et partagé qui avait imprégné la surface lunaire. L'outil multifonctionnel émit un faible carillon de fin qui sonnait de manière offensivement forte dans le silence étouffant, tandis que Grégory enregistrait le champignon avec un dernier scan efficace. Ses douleurs et courbatures, dues à sa posture prolongée, se sont finalement dissipées et il s'est redressé, scrutant le marais avec l'œil vif d'un ancien soldat qui par habitude pouvait toujours dire où se trouvait un abri et comment se cacher au mieux. À ce moment-là, il la vit un blanc éblouissant contre les verts et violets vifs du paysage étranger, alors qu'elle flottait lentement au-dessus d'un ruisseau qui divisait le marais. Selon les archives, elle ressemblait vraiment à un lilas, mais les chiffres froids et durs n'avaient pas su lui rendre justice. Sa fourrure était aussi blanche que la neige, et ses grands yeux écarquillés brillaient comme des rubis dans la lumière pâle du soleil couchant. Ses longues oreilles expressives pendaient en signe évident de chagrin, et son corps humanoïde était mince et gracieux. Les lys de lune, leurs pétales irradiant une douce luminosité interne, débordaient d'un panier tressé qu'elle tenait dans ses pattes pâles et délicates. Le ruisseau, un étroit ruban d'eau à peine plus large que 10 mètres et profond jusqu'aux genoux, obstruait son chemin, probablement de retour vers son hameau. Cela semblait être un petit obstacle pour Grégory, mais elle était submergée par la peur. Avec ses grands yeux écarlates fixés sur l'eau douce comme une bête affamée, tout son corps tremblait et ses pieds semblaient fermement plantés au sol. Sa distance professionnelle se heurtait à une pulsion humaine plus primitive alors qu'il observait pendant une période prolongée. Il n'y avait pas de soins ici. Elle était entièrement immobilisée par une terreur intense et primordiale. Il aurait pu ne pas lui prêter attention, la traitant comme n'importe quel autre spécimen de la flore et de la faune locale. Cependant, une émotion longtemps réprimée refit surface en voyant sa silhouette frêle minuscule et complètement effrayée.
Il a commencé à bouger même s'il n'avait pas décidé de le faire. Posé sur une touffe de mousse sèche, son coûteux outil multifonctionnel, étaient là ces lumières clignotantes, servant de modestes symboles de l'intérêt des entreprises dans un monde rempli de merveilles et de terreurs naturelles. Ses lourdes bottes faisaient de doux bruits de succion dans la terre, alors qu'il attendait dans le ruisseau l'eau fraîche coulant autour de ses tibias. Avec les mains ouvertes et visibles, il marchait lentement et méthodiquement, utilisant un signe de non-agression qu'il avait découvert être étonnamment efficace à travers des dizaines d'espèces. Il s'approcha et put distinguer ses halètements courts et terrifiés, ainsi que le léger tremblement de ses longues oreilles. Avec ses yeux écarlates s'agrandissant encore plus, elle laissa échapper un faible cri en le voyant enfin. Elle recula d'un demi-pas, ses jointures se montrant à travers sa fourrure alors qu'elle serrait son panier de lys. Pour lui donner de l'espace et permettre au silence du marais de remplir l'air, il s'arrêta à quelques pas de là. Elle murmura sa voix délicate et musicale, sa maîtrise de la langue du commerce galactique enrichie par l'accent doux de son peuple. « Je n'aime pas l'eau », dit-elle. La déclaration contenait une vérité profonde et indiscutable. Un geste calme et compréhensif, tout ce qu'il a fait, c'est hocher la tête. « Ouais, je comprends. » Et il se rapprocha, leur conversation étant terminée. Il s'agenouilla et la prit dans ses bras avec la dextérité qui venait de ces années à traîner des coéquipiers blessés et des machines lourdes. Ils furent tous deux surpris par le contact qui apporta une proximité inattendue dans le crépuscule étrange. Son poids étonnamment léger, comme si ses os étaient tissés de fibres creuses, le prit au dépourvu. Il s'attendait à ce qu'elle soit plus lourde. Elle dégageait un arôme délicat et frais d'herbes écrasées et de clair de lune, et sa fourrure était la plus douce qu'il ait jamais sentie. Elle sembla paralysée par la peur pendant un instant, alors qu'elle restait immobile dans ses mains. Après cela, elle se pencha contre lui, sa tête reposant sur son épaule, son précieux panier de lys fermement tenu entre eux, alors qu'il commençait à marcher comme si une partie d'elle avait finalement cédé à la gravité de la situation. Un petit soupir s'échappa de ses lèvres. En contraste frappant avec sa terreur paralysante, il la traîna à travers le ruisseau avec une légèreté sans effort, sa démarche sûre et stable. Une sensation étrange et intense m'envahit. Ici, sur une lune que personne ne se souvient, un simple acte de chevalerie. Pendant un bref instant, il ressentit une connexion profonde qui reléguait ses problèmes passés au passé. Une fois qu'il eut atteint l'autre côté, il la posa sur ses pieds avec une grande précaution, s'assurant qu'elle était stable avant de la lâcher. Son immense gratitude brillait intensément dans ses grands yeux radieux. Les premiers sons de gratitude commençaient à prendre forme alors qu'elle entr'ouvrait les lèvres pour dire quelque chose. Mais elle fut victime d'un vol de mots. Un rugissement abrupt et incompréhensible de moteurs puissants a déchiré le tissu même de l'environnement naturel de l'Ilan en lambeaux. Un trio de drones de patrouille sveltes et d'un noir de jets ressemblant à des prédateurs insectoïdes traçaient des chemins analytiques à travers l'obscurité envahissante alors qu'ils se précipitaient à travers le marais. Malgré leur statut d'équipement standard d'Omnicorp, leur objectif agressif allait bien au-delà d'un simple schéma de surveillance. Un cri tremblant et effrayé sortit des lèvres d'Esmeralda alors qu'elle s'effondrait automatiquement sur le sol, essayant de se fondre dans les fougères et la mousse. La présence de matériel d'entreprise a provoqué une réaction excessivement effrayée. En un instant, le calme que Grégory avait cultivé s'effondra et le soldat qu'il avait été le reprit. Il n'y avait aucune mention de patrouille hostile ou de drone armé dans les paramètres de sa mission. Rien de tout cela ne semblait juste. Rapidement, il saisit son bras, la souleva et la poussa dans l'ombre projetée par un grand groupe de champignons, leur large sommet plat, créant une obscurité idéale. Avec sa main sur l'arrière de sa tête, il la força à se baisser derrière la tige épaisse et la couvrit de son propre corps. Son intuition lui criait d'arrêter d'être un observateur. Les chasser, c'étaient eux. Sous l'énorme champignon régnait une obscurité totale.
un éclat de ténèbres indomptées parmi le marais illuminé. Georges berçait Esmeralda dans ses bras. Le danger invisible fut déjoué par sa carrure robuste. Alors qu'il posait fermement sa main sur la nuque de celle-ci, il pouvait sentir la fraîcheur de sa fourrure. Par contraste avec la sérénité contrôlée qu'il imposait à son propre cœur, il pouvait sentir le battement aviaire du sien contre ses côtes. Alors que le bourdonnement perçant et envahissant des moteurs du drone s'intensifiait, il résonnait à travers la terre humide, et jusque dans ses os, lui écorchant les nerfs avec l'abrasivité d'un danger qu'il connaissait trop bien. Au-delà de leur cachette, des faisceaux de lumière blanche glaciale traversaient le crépuscule tranchant mécaniquement le terrain. Oh! Et juste pendant une fraction de seconde, l'un des faisceaux a illuminé l'intricate, une courte et stérile explosion de structures ressemblant à des branchies. Le scientifique avait disparu et à sa place se trouvait le soldat qui comprenait la logique glaciale d'une patrouille de chasse et la géométrie glaciale d'une zone de destruction. Alors que ses pensées s'emballaient, il dressa une liste de toutes les manières dont ces machines hostiles et armées contredisaient son briefing de mission. Il commençait à souhaiter n'avoir découvert aucune des contradictions parce qu'elles étaient comme des pièces manquantes d'un puzzle. Ce n'était pas un inventaire des plantes. Il était tombé sur cette profession encore à ses débuts, il y a peu de temps. Les muscles tendus, il attendait patiemment que les moteurs se calment et que les faisceaux lumineux disparaissent dans la forêt plus profonde et plus sombre. Même s'il était encore tendu à l'intérieur, il se laissa finalement détendre sa posture lorsque le son se réduisit à un murmure presque imperceptible. Alors qu'il retirait doucement sa main de la tête d'Esmeralda, elle se tordit, un gémissement bas s'échappant de sa bouche. Elle avait peur de plus que de l'eau, et il pouvait le voir dans ses yeux rubis qui s'écarquillaient dans la faible lumière réfléchie par les plantes lumineuses. Sa voix était si basse qu'elle était à peine audible en plein air. Il chuchotait pratiquement. « Ah, ça va !» Son hochement de tête était maladroit et peu convaincant, mais elle continuait de fixer la direction où les drones étaient repartis. Alors qu'elle murmurait ces mots, son accent transformait le terme commun en quelque chose d'étrange et effrayant. « Les chasseurs de métal », dit-elle. « Leur fréquence augmente. » Alors que la suspicion pragmatique remplaçait la dévotion corporative restante de Grégory, son attention s'aiguisait. « Des chasseurs ?» demanda-t-il avec une pointe de méfiance. À quoi cherche-t-il des proies? Comme si un violent frisson avait traversé le marais, elle s'éloigna légèrement de lui et se serra fort contre elle-même, alors qu'il posait la question doucement, faisant attention de ne pas l'effrayer davantage. Sa voix tremblait lorsqu'elle avoua « Nous ne savons pas. Ils volent, ils observent parfois. Si un lilas s'approche trop, cela les effraiera et les éloignera du village. Ils ont disparu soudainement. » La finalité crue et terrifiante de ses commentaires validait ses pires craintes. Cette action a été menée en secret. Non, un omnipé faisait plus que simplement voir. Les personnes qui se mettaient en travers de leur chemin étaient éliminées. À son insu, il était un pion dans un jeu hideux. Sa légitime activité scientifique lui servait de couverture pour un objectif bien plus sombre. Son responsable à la société et sa propre naïveté de penser que cette mission était aussi inoffensive qu'elle le paraissait, en surface, furent tous deux frappés par une vague de rage glaciale. La colère intangible qu'il ressentait se transforma en un besoin tangible de protéger Esmeralda alors qu'il étudiait son visage expressif à la recherche de signes de véritable terreur. Il n'avait d'autre choix que de s'impliquer maintenant. Il ne faisait que la porter à travers un ruisseau. Il avait franchi une frontière métaphoriquement et pratiquement, et revenir à la naïveté n'était plus une option. Une décision fut prise par lui, le type de décision sur le terrain qui avait auparavant assuré sa survie. Il ne pouvait ni l'abandonner, elle, ni son peuple, pour affronter cette crise seul. Il ne pouvait pas mener à bien sa tâche. Esmeralda sembla comprendre le changement en remarquant l'expression sombre sur son visage et le durcissement soudain de ses yeux. Il était devenu un étranger bienveillant.
Il s'était transformé en un allié formé pendant une période de danger partagé. Elle ne s'enfuit pas dans les arbres comme il le pensait qu'elle le ferait lorsque le dernier écho des drones s'estompa et que le marais retrouva son calme pesant. Au lieu de cela, elle s'arrêta, regardant le panier de lys de lune qu'elle tenait encore, avant de lever les yeux pour croiser les siens. Elle dit « Toi, tu te caches avec moi ?» comme si elle essayait de comprendre quelque chose de choquant. « Tu ne chasses pas. » C'était à la fois une question et une affirmation. Il répondit fermement non. « De ma vie, je n'ai jamais chassé. » Dans le crépuscule étrange, ils restèrent longtemps négociant silencieusement la confiance. Ensuite, elle lui fit signe de la suivre avec un geste maladroit mais déterminé. Elle l'invita. « Viens, dit-elle. Viens avec moi chez moi. » Sur notre chemin vers le village Lila, nous avons traversé un paysage de rêve composé d'arbres imposants et de lumières douces et changeantes, nous avertissant que cet endroit n'est pas sûr. Esmeralda glissait silencieusement à travers les bois épais. Dans l'obscurité croissante, sa silhouette blanche fantomatique brillait comme une lumière. Comme si elle était un élément intégral de la forêt, ses pattes trouvaient une adhérence sur le sol mousseux, et elle ne secouait jamais une feuille, ni ne cassait une brindille. Grégory suivait derrière ses sens aiguisés pour toute indication du retour des drones, ses lourdes bottes faisant un contraste maladroit et bruyant. Des arbres massifs différents de tout ce qu'il avait jamais vu auparavant s'élevaient vers le ciel, leurs énormes canopées s'interconnectant pour créer un toit qui obscurcissait les étoiles, l'accablant par la verticalité de la forêt. Loin du marais, l'air devenait plus froid et plus pur, et l'arôme des fleurs nocturnes et du sol riche et limoneux imprégnait l'air. De temps en temps, Esmea faisait un mouvement subtil pour indiquer quelque chose d'intéressant pendant leur promenade. Une vigne dressée qui se tordait loin du contact physique, une fleur ouverte dont les pétales frémissaient lorsqu'on passait à côté, et un minuscule animal à 6 pattes qui se précipitait vers son terrier. Alors qu'il sentait son sens du devoir grandir, il accepta silencieusement son offre de paix et de confiance, alors qu'elle lui montrait la beauté paisible de son monde. Il ne pouvait s'empêcher de l'observer, ses longues oreilles dressées au moindre bruit et la méfiance inhérente à chacune de ses actions. Il lui vint à l'esprit que toute son espèce maintenait un état d'alerte perpétuel de bas niveau. Ils avaient résisté seuls à l'invasion progressive de leur monde jusqu'à présent, mais soudain, ils étaient rejoints par d'autres. Il lui fallut une seconde pour réaliser qu'ils étaient arrivés dans le village à cause de la fluidité de leur arrivée. La forêt et le village n'étaient pas clairement délimités par des murs ou des portes. Une forêt remplaçait le village. Une incroyable métropole vivante de logements avait été façonnée par les lilas en les tissant entre les troncs et les branches des arbres énormes. Une lumière douce et agréable émanait de l'intérieur des maisons en forme de larmes et sphériques qui étaient reliées par d'élégantes passerelles suspendues qui serpentaient le long des troncs énormes. Il n'avait jamais entendu parler d'une telle harmonie écologique que dans des écrits théoriques, une civilisation qui ne construisait pas sur son monde, mais qui grandissait avec lui. Tout l'édifice en était un monument. Le village avait l'air magnifique, mais il y avait quelque chose de troublant à son sujet. Silencieux. Alors qu'ils passaient par les portes et les fenêtres des visages lilas enfermés dans la fourrure moelleuse de leur espèce, regardèrent dehors leurs yeux rubis, trahissant une peur profonde et omniprésente plutôt que de la curiosité. Leur délicate harmonie fut brisée par son arrivée. Il était un extraterrestre, un être sensible similaire au chasseur de métal. Esmeralda se rapprocha de lui, une indication minuscule mais perceptible qu'il était à ses côtés, comme si elle pouvait ressentir son malaise et la terreur de son peuple. En montant une large pente sinueuse, elle le guida vers une plateforme plus élevée au sommet de l'arbre du milieu, un lieu de rassemblement qui semblait être le cœur battant du village. Un lilas manifestement l'ancien du village les attendait à leur arrivée.
Sa fourrure autrefois blanche avait maintenant une teinte grisâtre et une cicatrice sur l'une de ses longues oreilles et une déchirure à l'extrémité indiquaient une bagarre dans laquelle il avait été impliqué. Plutôt qu'intimidant, ses yeux écarlates étaient anciens et perçants, débordant de connaissances, qui semblaient abattre l'esprit de quiconque le regardait. Il fixait Grégory avec une intensité troublante, sans détourner le regard une seule fois. Il porte l'emblème de la compagnie sur sa veste, et ses yeux dissimulent à peine leur épuisement. L'aîné écoutait Esmeralda décrire ce qui s'était passé dans le marais à travers ses gestes vifs et la langue maternelle, un doux flux mélodieux de clics et de gazouillis. Avec un geste vers Grégory, elle imita le fait d'être portée avant de passer au drone plongeant. Avec une attention inébranlable fixée sur Grégory, le vieil homme écoutait attentivement. Après qu'elle eut fini de parler, il se tourna vers Grégory et lui parla dans la même langue commerciale claire, mais fortement accentuée. « Vous êtes Omnicorp », dit-il, sa voix accusatrice et plate. « Ceux responsables de l'envoi des détecteurs de métaux. » D'une voix forte et persistante, Esmeralda intervint une fois de plus séparant Grégory de l'aîné avant qu'il ne puisse penser à une défense. Après un long moment d'anxiété, Lellers hocha la tête lentement et délibérément, son expression s'adoucissant presque imperceptiblement lorsqu'il croisa son regard. D'un mouvement rapide, il se glissa dans la vaste maison derrière lui, laissant Grégory et Esmeralda faire face au regard silencieux de la communauté alors qu'ils se tenaient sur la plateforme. Il revint un peu plus tard cette fois, avec quelque chose délicatement enveloppé dans un fin lin tissé. Grégoire le lui montra. « Il y a 2 cycles lunaires. Un chasseur est descendu du ciel et a brisé, » murmura l'ancien Savoie, un grondement sourd de tristesse et de colère. « L'un de nos jeunes a été enlevé par le chasseur. »« C'était à l'intérieur, » dit Grégory en ramassant le paquet avec fermeté. En déballant le tissu, il a découvert un objet qui lui a noué l'estomac, une pièce de technologie militaire volumineuse et compliquée, pas une simple caméra ou un scanner passif. Ce n'était pas une mission botanique ordinaire, c'était un imageur de résonance souterraine à haute fréquence, créé pour l'étude géologique de minéraux rares et précieux, un appareil valant plus que l'ensemble de son contrat, et c'était complètement hors de leur portée. Le scanner géologique tenu par Grégory était un document lourd et sinistre, la sentence de mort pour une espèce entière, et ils étaient déterminés à trouver ce qui se trouvait profondément sous la surface de ce monde, quel qu'en soit le coût pour eux-mêmes. Alors qu'il retournait l'équipement militaire cassé, ses doigts traçaient le boîtier brûlé là où il avait touché le sol de la forêt. Esmeralda, la vieille femme au visage sombre, et lui était seul sur la plateforme surélevée. Le murmure étouffé du village voisin, le doux bruissement des feuilles et le remue-ménage lointain de créatures invisibles semblaient tous noyer la logique glaciale du soldat qu'il avait laborieusement tenté d'enfouir. En levant les yeux vers les yeux anciens et savants des Heller, il remarqua une question silencieuse, une supplique pour une vérité qu'il soupçonnait déjà, mais ne pouvait confirmer, et il savait que cette technologie avait vu ses prédécesseurs utiliser pour cartographier des astéroïdes riches en ressources et des territoires contestés, donc sa présence ici était une déclaration de guerre indéniable. Il plaça le scanner sur la surface lisse en bois de la plateforme, puis récupéra son propre multi-outil, celui qu'il avait presque oublié dans le marais, et s'agenouilla à côté de la machine de cupidité corporative. Son objectif clair et inébranlable, il devait y entrer contourner le cryptage militaire et témoigner de l'étendue horrible des ambitions d'Omnicorp de première main. Alors qu'il effectuait minutieusement la chirurgie délicate et atroce, Esmeralda regardait avec étonnement alors qu'il connectait les conduits principaux de l'appareil au bloc d'alimentation de ses multi-outils. Sa peur initiale s'était transformée en une intelligence concentrée alors qu'elle penchait la tête pour observer sa précision exercée pendant qu'il travaillait. La cellule d'alimentation interne du scanner s'était fracturée, gaspillant de l'énergie en une chaleur inutile de bas niveau.
alors qu'il marmonnait à voix basse qu'il avait besoin d'un courant stable de faible ampérage pour démarrer la séquence de démarrage sans endommager le noyau de données, elle disparut silencieusement et réapparut quelques instants plus tard avec un petit récipient en argile contenant une substance pulsante qui ressemblait à de la mousse et émettait une douce lumière dorée. Subtilement, elle décrivit comment son peuple l'utilisait à des fins thérapeutiques, car sa légère bioélectricité pouvait stimuler les tissus blessés. Elle observait avec grand intérêt alors qu'il extrayait délicatement quelques brins, exploitant leur conductivité inhérente pour construire un pont d'alimentation fragile mais robuste. Le résultat fut un succès. Le scanner se réveilla avec un gémissement sourd, ses lumières de diagnostic clignotant de manière erratique. Le prochain obstacle était le cryptage. Une forteresse numérique construite pour garder des secrets comme celui-ci, un protocole de sécurité d'entreprise rigoureux et multicouche, était son compagnon de travail pendant des heures, alors que les fils jumeaux de Lilivan sombraient sous l'horizon plongeant le village tissé dans une obscurité veloutée éclairée seulement par la douce lueur de ses habitations et la lumière vive et concentrée de l'interface de son multi-outil. Il se battait contre le code. Un siège numérique faisait rage dans son esprit avec des algorithmes et des portes dérobées se battant pour le contrôle. Le vieil homme Lilet se tenait immobile et silencieux au bord de la lumière, sa patience semblant infinie. Esmeralda était à ses côtés tout le temps assise pendant les longues heures silencieuses, lui offrant une petite tasse de thé parfumé et chaud chaque fois que sa concentration faiblissait. Pendant un redémarrage du système de force, elle l'éloigna de la plateforme vers une petite clairière plus isolée, nichée entre deux des arbres géants. Là, l'air était frais et doux, et le sol était recouvert de la même mousse lumineuse qu'elle lui avait apportée plus tôt, baignant tout l'espace d'une chaude luminescence dorée. Et chaque fois que sa main se crispait à cause du travail minutieux, elle la prenait doucement ses pattes douces et chaudes, massant la tension de ses muscles avec une force surprenante. Dans la tranquillité de l'espace sacré, on lui a montré comment le lilas apprendrait à rester immobile et à écouter le cœur du monde. Elle lui a aussi appris à respirer au rythme du pouls régulier et doux de la lumière qui les entourait. La beauté autour d'eux était presque douloureusement pure. Il a commencé à s'ouvrir à elle sur des choses dont il n'avait pas parlé depuis des années, non pas les batailles violentes ou la violence elle-même, mais les moments calmes entre les deux, le poids écrasant de porter le but de quelqu'un d'autre et la lassitude profonde et durable qui l'avait poussé à chercher la solitude à l'extrémité de la galaxie. Les murs qu'il avait si soigneusement construits autour de son cœur ont commencé à s'effondrer. Ses yeux rubis trahissaient une compréhension profonde et compatissante alors qu'elle écoutait sans porter de jugement. À son tour, elle partagea des histoires sur son propre peuple décrivant leur lien avec le monde vivant, leur terreur de l'eau en tant que symbole du chaos et de l'imprévisibilité de l'inconnu et leur aspiration à la tranquillité. Une connexion s'est formée dans le silence qui séparait son passé gardé de son avenir menacé. Un amour non dit, qui était aussi réel et palpable que la lumière chaude et éclatante qui les entourait. Et l'instinct de protection qu'il avait ressenti au ruisseau n'était plus une impulsion abstraite. Il était assis à côté de lui, avec un nom et un visage. Il était tellement absorbé par son travail qu'il avait oublié de respecter son silence de contrôle programmé. Alors qu'il était sur le point de percer la dernière couche de cryptage, une sonnerie aiguë et insistante perça la nuit. C'était son unité de communication Omnicorp, un signal prioritaire de son responsable. Son sang se glaça. Il fit signe à Esmeralda et à l'aîné de se retirer dans l'ombre de la demeure, son cœur battant frénétiquement contre ses côtes. Il mit un masque de professionnalisme ennuyé et prit l'appel. Kaline, son gestionnaire, apparut dans un affichage holographique avec un sourire parfaitement agréable mais froid. Son bureau était d'un blanc éclatant et clinique en contraste frappant avec l'environnement organique qui l'entourait. « Grégory », commença-t-elle sa voix comme du chrome brillant, « vous n'avez pas fait votre rapport ?»
Je commençais à craindre qu'il ne soit arrivé quelque chose à notre estimé botaniste, dit-il, avec un air d'humour désinvolte. Excusez-moi, Kalin s'est plongé dans une parcelle particulièrement intéressante de moisissures luminescentes. Vous connaissez la chanson. Ses yeux couleur de ciel hivernal parcoururent son visage à la recherche de la moindre trace de malhonnêteté. J'espère que l'enquête se déroule comme prévu. Pas de complications locales, dit-elle. La question était directe comme un hameçon appâté jeté dans la nuit et il était conscient qu'il devait répondre avec prudence. Rien que je ne puisse gérer, répondit-il en gardant un ton léger. La faune est un peu nerveuse, mais c'est à prévoir. La mission reste toujours sur la bonne voie. Son estomac se noua alors qu'il était sur le point de se déconnecter, mettant fin à cette conversation angoissante et tendue lorsqu'il aperçut l'expression curieuse et inquiète d'Esmeralda alors qu'elle se faufilait jusqu'au bord de la porte derrière lui. Pendant une seconde fatale, le bout d'une de ses longues oreilles blanches est apparu dans le champ de vision du projecteur holographique, un détail minuscule, une image qui a duré moins d'une seconde, mais c'était suffisant. Elle n'a rien dit à ce sujet, n'a pas posé de questions sur l'éclair blanc. Mais il pouvait voir la micro-expression qu'il avait appris à reconnaître, un sourire poli, se crispant au coin de la bouche de Kalin, tandis que ses yeux se rétrécissaient presque imperceptiblement. « Génial !» remarqua-t-elle sa voix aussi soyeuse que du velours. Heureux de l'entendre. Au lieu de cela, son attitude devint encore plus amicale, une chaleur glaciale et feinte qui le fit froncer les sourcils. « Greg, tu fais un travail fantastique. Omnicorp est vraiment satisfait de votre succès, » dit Kalin. Sur ces mots, l'hologramme disparut, ramenant la plateforme dans la douce lumière naturelle du hameau. Elle l'avait remarqué, et une femme du calibre de Kalin ne l'ignorerait pas. Elle l'examinerait, le comparerait au dossier des espèces de lilas et en tirerait la seule conclusion raisonnable. Son botaniste n'était pas le seul, et sa mission était devenue compromise. Il se figea un instant, la réverbération de ses faux éloges résonnant encore dans ses oreilles. Avant, il tic-taquait, mais maintenant, il hurlait. Avec une urgence nouvelle et désespérée, il se tourna vers le scanner géologique. Le noyau de données s'ouvrait à lui, déversant ses secrets sur le petit écran de son multi-outil. La vérité était une confirmation choquante et horrifiante de ses craintes. Les fichiers contenaient des projections détaillées des calendriers pour le déploiement d'équipements miniers lourds et des rendements d'extraction de ressources calculés au gramme près. Situé directement sous le village entrelacé dans les systèmes racinaires des arbres, même que le lilas appelait chez lui, se trouvait un dépôt massif et incroyablement pur de sélénium, une source d'énergie presque mythique qui pourrait modifier l'équilibre des pouvoirs dans tout le secteur galactique. Il leva les yeux de l'écran, le visage pâle, et croisa les regards attentifs de l'aîné et d'Esmeralda. « Damé ! Ils ne viennent pas seulement pour ce qui se trouve sous votre maison, dit-il d'une voix tonitruante. Les centaines de pages de données froides et dures ne contenaient pas un seul mot sur le déplacement de la population indigène. Non, ils étaient un obstacle à éliminer, pas un élément à gérer. Ils viennent pour toi. Les mots de Grégory résonnaient dans l'air frais de la nuit, sur la plateforme élevée un poison qui s'infiltrait dans l'ambiance tranquille du village tissé. Le visage buriné de l'aîné, qui avait été un masque de sérénité inébranlable jusqu'à ce moment, semblait s'effondrer, les profondes rides autour de ses yeux et de sa bouche portant les marques d'une tristesse profonde et inattendue. Ses yeux passèrent devant Grégory, embrassant les pots illuminés de sa maison et les expressions sur les visages silencieux et vigilants de son peuple qui s'était rassemblé sur les passerelles en contrebas, captivés par l'énergie tendue qui émanait de la demeure de leur chef. Il fallut un long moment pour que l'énormité de la vérité sur le sélénium s'infiltre ainsi que l'horreur du plan calculé pour les effacer de la surface de la Terre en échange d'une ressource qu'ils ignoraient, posséder. Esmeralda laissa échapper un petit son de douleur en fixant le langage clinique de l'avidité corporative sur l'écran de l'outil multifonction. C'était une violation flagrante de son monde sacré.
L'assemblée lilas laissa échapper un soupir de compréhension et une vague silencieuse de peur alors que l'aîné traduisait l'avertissement de Grégory dans leur propre langue. Sa voix, qui avait auparavant été une source de réconfort et de sagesse, portait désormais le timbre du destin. En quelques heures, la nature de la menace a changé, renforçant les pires craintes de Grégory concernant sa communication rompue avec Câlin. Les patrouilles de drones, qui s'étaient contentées de surveiller la canopée supérieure à distance, descendaient maintenant avec une agressivité nouvelle et terrifiante, brisant irrémédiablement la liane déjà fragile qui avait été mise à rude épreuve par la présence des chasseurs métalliques. Plutôt que de simplement observer leurs projecteurs, sondaient désormais agressivement les maisons lilas, avec une intensité envahissante et aveuglante, alors qu'ils survolaient la ville en formation serrée et effrayante, leurs moteurs gémissant d'un ton déterminé et effrayant. Les lilas, une espèce qui cherchait à résoudre les conflits par consensus et à éviter la confrontation à tout prix, étaient complètement désemparés face à ce genre d'animosité ouverte qui était une tactique de guerre psychologique calculée et un signal clair et sans ambiguïté d'Omnicorp qu'ils ne cherchèrent plus à cacher leurs intentions. L'ère de la subtilité était révolue. Alors que les chasseurs de métal s'emparaient soudainement des cieux au-dessus d'eux, les arbres étaient leur monde entier, et leur identité et leur inclination étaient de courir et de se cacher, mais il n'y avait nulle part où aller. Grégory, perché sur la plateforme des anciens, sentit un nœud glacial de responsabilité se resserrer dans son ventre en regardant le chaos se développer. Il était responsable de cette escalade, et maintenant, il était leur seul espoir, un étranger d'une autre galaxie qui avait envoyé leurs assassins potentiels. L'aîné convoqua un conseil, son expression se transformant en une détermination sévère. Sur la plateforme centrale, les chefs des différents pods familiaux se regroupèrent, leurs expressions trahissant leur confusion et leur peur. Des yeux rubis cherchaient sur son visage les réponses qu'il ne pouvait pas fournir. Avec Esmeralda et l'aîné à ses côtés, Grégory se tenait devant eux et avec la franchise sauvage d'un soldat exposa la situation, expliquant le sélénium, la cupidité des entreprises et la vérité indéniable qu'Omnicorp ne se reposerait pas tant qu'ils n'auraient pas exploité cette lune jusqu'à son noyau. Le poids de leur regard collectif, un mélange de terreur et d'un espoir désespéré que lui, l'étranger qui comprenait l'ennemi, puisse d'une manière ou d'une autre les sauver, l'envahit, alors qu'il leur disait qu'ils ne pouvaient ni se cacher, ni négocier, ni espérer la pitié d'une entité qui voyait leur existence entière comme une ligne sur un bilan. Cependant, tout le monde ne partageait pas cet espoir.